Qui êtes-vous? Ah, je suis une maman Congo, une combattante résistante. Là, nous partons pour le musée des terres virelles pour se mettre en contact avec nos ancêtres, nos aïeux, nos œuvres d'art. Merci beaucoup. Je suis la générale des Amazones, générale Bara, panafricaniste du mouvement des Amazones d'Afrique et du Gabon, et aussi de la résistance gabonaise, de la résistance africaine. Et nous sommes là en rassemblement, le temps de nous rassembler et puis de prendre les véhicules, le bus pour aller en Belgique, accompagner notre frère panafricain, Zoro Bilel. Je crois qu'il va présenter un ouvrage africain qui a beaucoup de choses à nous montrer. Nous allons tous découvrir. Parce que si je dévoile déjà ici, eh bien, il n'y a plus de surprise. En tout cas, c'est un combat panafricain des œuvres d'Afrique, des œuvres d'art. Donc, c'est un combat vraiment qu'il faut mener. Et moi, je suis là, effectivement, pour le soutenir. Parce que les jeunes, nos fils, nos filles, nos jeunes qui s'engagent pour démontrer, pour montrer à la face du monde, aux yeux du monde, que les Européens nous ont spoliés. Ils ont pris les œuvres d'art de nos grands-parents, les œuvres d'intelligence de nos parents, et ils se sont accaparés de ça. Ils ont violé nos mères, ils ont violé nos grands-parents, ils ont tué, et aujourd'hui ils s'enrichissent sur le dos de ces œuvres d'art. Donc ceux qui se lèvent pour dénoncer cela, ils sont vraiment à encourager, et moi je suis là pour ça. Ouais, je suis M. Matumona Francis, le leader des Bakongo. Donc de tous les Bakongo de la République démocratique du Congo, c'est bien moi le leader des Bakongo. Parce que je suis Foulouse. On est là pour la route vers Bruxelles, aller au musée de Tervuren. Il y a l'un des nôtres, Dadi Zoro Bilel, et puis un grand combattant résistant, patriote, membre et puis cadre du Front populaire 06, qui va présenter aujourd'hui son livre Bantoukratie, la révolte de l'esprit. Panafricain et également président de l'association Initiative Kamit. Que faisons-nous devant l'hôpital Lariboisière à Paris? Alors nous avons le grand privilège d'aller assister et encourager notre frère Bilal pour sa dédicace, une dédicace de son œuvre, une œuvre majeure qui fait notamment le point sur notre héritage spolié, je crois qu'on peut dire ainsi, qui est aujourd'hui présent dans beaucoup de musées de par le monde, tout le monde le sait, mais en particulier à Tervuren. Et c'est là évidemment que nous allons pour cette dédicace.
bisote mama nzinga oyebi nanu bisote balagilaka oyebi nanu bisote oyebi nanu bisote koko ntimba oyebi nanu bisote koko lubwa oyebi nanu bisote obiso bana koko moboma oyebi nanu bisote. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. Permettez-nous de vous présenter nos excuses pour ce retard. Nous avons eu un contrôle de police à Paris qui nous a bouffé pratiquement 45 heures du temps. Donc ce qui a voulu que nous soyons en retard aujourd'hui, indépendamment de notre bonne volonté. Donc nous allons vous demander juste de nous donner 5 à 10 minutes le temps de régler tout ce qui est technique et ce qui nous permettra enfin de lancer les hostilités. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous, toutes et tous qui êtes là, de votre présence, et je pense que nos ancêtres, ceux pour lesquels nous devons notre vie, ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions exister, ne peuvent que se réjouir de là-haut ou de là-bas ils sont. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la mémoire de mon père, Nganga Nchama Philémon, et celle de ma maman, Maya Moutou Pauline. Des personnes pour lesquelles, si leur existence n'a pas été, nous ne serons pas ici pour parler du Congo. Je profite aussi de cette occasion pour saluer tous les martyrs du Congo, ceux qui ont payé de leur vie pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Les noms, c'est une pléthore de noms et je ne pourrais pas citer tout le monde, mais depuis le 7e siècle à aujourd'hui, ces territoires-là, cette surface que j'appelle l'État indépendant du Congo, que nous appelons la République démocratisée du Congo, et que certains appellent RDC, République démocratique du Congo, ne fait que comptabiliser des morts. Et à un moment donné, il faut que ses propres fils, les descendants de ceux qui ont survécu, ceux qui sont les rescapés du déluge,
les délices qui nous étaient imposées par l'impérialisme et les systèmes qui nous bouffent matin, midi et soir. Voilà pourquoi, avant de commencer ces speeches, nous avons besoin vraiment de saluer la mémoire de ceux qui ont vécu. Nous allons nous demander, s'il vous plaît, de nous lever et prendre 1 minute de silence en la mémoire de tous ceux qui sont morts pour le Congo. Merci beaucoup. Évidemment, nous avons donc commencé notre programme légèrement en retard, indépendamment de notre bonne volonté, parce qu'il y en a parmi nous, il y en a la plupart qui ont fait la route. Donc, toutes nos excuses pour les petits retards. Nous saluons ici la présence de plusieurs délégations. Nous aurons donc le temps de les présenter les unes après les autres. Mais pour raison de temps, nous commençons notre programme. Merci d'être là. Vous êtes au bon endroit, certainement avec de bonnes personnes, pour une cause juste. Nous allons donc d'abord introduire une première personne qui va dire 2-3 petits mots. Un grand panafricaniste, un monsieur qui a un parcours assez spécial. Il a fait un très grand travail pour l'Afrique. Depuis qu'il est en Europe, évidemment, il parcourt des kilomètres tous les mois, toutes les semaines. Aidez-moi à accueillir M. Mba, ici présent, monsieur le panafricain, le panafricaniste africain, que je vais donc inviter. Merci, monsieur. Le doyen, je vous invite, le doyen va venir dire un petit mot. Vous aurez donc très peu de temps, contrairement à ce qu'on avait prévu. On est obligé de réduire un peu votre temps. Le monsieur qui descend ici, qui arrive, que vous voyez de loin, il est à la fois jeune et à la fois vieux, mais confirme-nous dans la masse. Nous l'aimons comme il est. Doyen, quelle est votre impression avant de prendre la parole? Est-ce que vous êtes très à l'aise ici? Vous avez le micro. Merci de me donner la parole ici dans cette salle, qui est une salle, de par son histoire, nous fait beaucoup de mal. Mais ça fait partie de la vie et nous sommes obligés d'avancer. Voilà ce que je peux dire tout de suite. Mais avant cela, j'ai une petite lecture à faire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement notre cher Zoro Bilel, qu'on ne présente plus, pour ses mots très aimables et pleins d'égards à mon endroit et à celui de toute l'assistance ici présente. L'African Museum de Tervuren, ici à 15 km environ du centre de Bruxelles, est un magnifique lieu de rencontre. Lieu de rencontre d'abord humaine, avec toute la chaleur que cela dégage. Même si de temps à autre, il peut y avoir une dérive liée à la nature même de l'homme qui ondoyant et divers. Mais surtout, un lieu de rencontre d'abord entre l'Africain et son passé d'esclave, et ensuite entre l'humanité entière et l'Afrique, plus précisément l'Afrique centrale. L'African Museum est un lieu extraordinaire d'échange, le rendez-vous du donner et du recevoir. En supposant que chacun de vous fait partie au moins d'une des catégories que je viens de citer, je vous en souhaite de très bonnes découvertes. Mais avant,
cela, n'oublions pas que nous sommes ici parce que nous voulons trouver des réponses à des questions que nous nous sommes souvent posées sur l'esclavage, la colonisation, la traite des Noirs, sur la déportation, l'exposition et l'exhibition à titre mercantile des Noirs dans des eaux en Occident, comme précisément ici en Belgique. Sans oublier les conséquences néfastes de ces violations ignominieuses des droits humains jusqu'à nos jours. L'homme noir n'est pas considéré comme un être humain à part entière, mais plutôt comme un être humain entièrement à part. La preuve, pendant qu'en Argentine, il était exterminé par une politique d'effacement de la race noire de la population, certains n'ont pas hésité à créer un peu partout en Europe des partis politiques racistes pour maintenir l'homme noir dans les chaînes de l'esclavage moderne. Et aucun pays européen n'y échappe à la règle. Même ceux qui ont construit ce musée n'avaient pas l'intention de contribuer à la libération de l'homme noir, mais bien plutôt à son exploitation mercantile et pour son asservissement éternel. J'ai même entendu une rumeur qui court qu'il n'est pas souvent permis d'avoir accès au sous-sol pour observer la cruauté dont ont été victimes nos aïeux du temps de l'esclavage et de la colonisation, afin d'établir avec eux un contact spirituel. Mais si cela s'avérait, ma visite ici à l'African Museum sera alors considérée comme un échec. Alors, sachez donc qu'on ne peut pas venir poser les pieds ici à Tervuren sans oublier que Bruxelles, capitale de l'Europe moderne, a fortement contribué à la déportation, à la torture, la mise en cage et à l'exposition des Africains noirs parfois enchaînés comme des animaux, à la visite et aux railleries de touristes racistes. Comment expliquer à un Africain qu'il faut venir jusqu'ici à Tervuren afin de comprendre ce qui s'est déroulé il y a des siècles chez lui, en violation de toutes les règles d'humanisme et les droits fondamentaux de l'être humain? Comment lui dire que pour entrer en contact avec ses aïeux, il doit aller d'errance à errance comme tel un vagabond, et surtout faire un très long voyage qui l'amènera jusqu'en Belgique afin de trouver un crâne ancestral qui est enfermé dans un musée en plein cœur de Bruxelles. Et à la place de tous ceux qui voient en cet endroit un musée, pour moi, personnellement, ce n'est qu'une grande prison où on a machiavéliquement enfermé non seulement le corps et les objets sacrés de mes aïeux, mais aussi leur esprit qui accompagne éternellement, qui les accompagne éternellement partout. C'est le lieu de dire toute ma sympathie et toute mon admiration à tous les panafricanistes ici présents et à travers le monde qui, depuis quelque temps, se mobilisent pour s'accorder sur la renaissance de la mère de l'humanité que constitue l'Afrique. Cette convergence doit davantage se faire sur le terrain afin que nous parvenions le plus rapidement possible à réaliser notre rêve le plus cher, la libération effective totale de l'Afrique. À tout seigneur, tout honneur. Je ne peux terminer mon discours ici sans remercier vivement mon camarade écrivain Zoro Bilel Yengeta, Solarium, à qui nous devons notre présence aujourd'hui ici, au musée de Tervuren en Belgique. Et c'est grâce à son livre, et c'est grâce à son chef d'œuvre, La Bantoocratie, la révolte de l'esprit. Un livre que je conseille vivement à tous ceux qui au-delà de cette visite, veulent comprendre davantage comment et pourquoi des êtres humains se sont levés un jour pour capturer d'autres êtres humains et de les réduire à l'esclavage. Merci infiniment, frère, pour ta clairvoyance dans cette lutte de conscientisation pour rétablir la vérité de notre histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci beaucoup, doyen. Est-ce qu'on peut encore faire mieux? Applaudir notre camarade. Merci encore, merci beaucoup, merci doyen. Nous invitons le général Wantor, un autre camarade, qui a un petit mot à nous dire. Général, je pense que l'heure est arrivée pour nous dire un petit mot de ta part, ça serait une très très bonne chose. On va aussi l'encourager, c'est un autre camarade, un ami de combat. On va le soutenir, l'encourager, parce que nous pourrons durer le temps, Général, vous avez la parole, pour quelques minutes aussi, certainement vous avez quelque chose à nous dire. Merci. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole dans cet illustre amphithéâtre où j'ai, n'est-ce pas, ce privilège-là de m'adresser à un parterre d'invités, de personnalités pour qui, n'est-ce pas, je vais ici devoir beaucoup de révérence. Merci d'être là parce que, tout comme vous, nous avons été invités à venir écouter notre écrivain, le panafricaniste Zoro Bilel, qui a beaucoup à nous dire. Au sujet d'une lutte que nous portons depuis très longtemps, que nous menons parfois à tort et à travers. Dites-vous bien, nous sommes ici à Bruxelles, en plein cœur de la capitale de l'Europe, dans un musée où nous venons évoquer des questions que nous évoquons souvent dans des conditions parfois désagréables. Nous avons parcouru parfois les musées à Paris, mais à l'emporte-pièce, dans les couloirs, on déambule les couloirs, parfois on s'écharpe avec les responsables du musée parce que nous disons, nous avons des choses à dire concernant certaines choses qui nous appartiennent et qui semblent se trouver ici. En France, ça se passe souvent très mal. Mais lorsque mon ami et frère Zoro Bilel m'a dit, mon général, nous sommes invités au musée des Tervuren à Bruxelles, je me suis dit, tiens, on a beau dire que les Belges ont peut-être par le passé posé des actes qui étaient pour les uns ignominieux, mais le fait aujourd'hui d'accepter que nous venions en leur sein parler de cette question-là, je dis applaudissons pour la Belgique. J'ose espérer que le canal Zoro Bilel, une fois qu'il aura fini de faire la démonstration dont lui seul a le secret, sûrement que la discussion véritable s'entamera, n'est-ce pas, avec les autorités belges pour qu'on sache comment aider à ce que toutes les parties puissent trouver leur compte. Parce que nous, les Africains, les panafricanistes, le seul compte que nous estimons pouvoir trouver, c'est que tout ce qui relève de notre patrimoine et qui a été déplacé, parfois de façon brutale, de façon insensée, de façon ignominieuse, que ce qui appartient à l'Afrique puisse retourner à l'Afrique afin que les esprits de nos ancêtres puissent être posés à paix. Je vous remercie. Merci, général. Merci beaucoup. Merci, général. Merci, très cher camarade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, on va continuer. On va inviter les artistes. Ça sera donc les tout derniers intervenants avant de passer aux choses beaucoup plus sérieuses. J'invite donc les artistes pour quelques minutes. Nos amis artistes, je pense qu'ils m'écoutent, nous avons quelques minutes. Nos amis artistes, s'il vous plaît, faites vite. On a besoin de vous là pour quelques minutes. Nous invitons nos amis artistes. Est-ce que dans la salle, quelqu'un sait pourquoi il est là? Pendant que nos amis artistes s'apprêtent pour descendre, je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un sait pourquoi il est là, réellement, cet après-midi. Très important. Il faut toujours soutenir la créativité. Parce que le public, ça sera peut-être pour vous aussi. Il faut toujours soutenir les talents, parce que un jour, ça sera ton tour. Il faut toujours soutenir la créativité, les talents, les dons, les capacités.
qu'on peut encore, il faut soutenir, on va soutenir. Est-ce qu'on peut encore soutenir, acclamer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Chacun d'entre nous a un don particulier, peut-être un sommeil. Chacun d'entre nous a un talent. Il est toujours important de soutenir les talents des autres. Surtout quand ça parle, ces artistes assez particuliers, avec un message assez particulier dans tout ce qu'ils transmettent. Ne rentrez pas sans images, vous avez un portable, faites-vous plaisir. Et écoutez, vous aurez toujours des images à partager, les amis. Dans tout ce qu'il montre, il y a un message qu'il transmet. Dans tout ce qu'il est en train de nous montrer, derrière tout ce qu'il montre, il y a un message. Derrière tous les gestes qu'il pose, il y a un message. Ce sont des créateurs, ce sont des garçons extraordinaires qui font du très très bon travail. Ils ont beaucoup d'efficacité et de créativité dans tout ce qu'ils font. Et beaucoup d'énergie, bien évidemment, merci. Et comme vous savez, chacun d'entre nous communique à travers son talent. Chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Est-ce que Bana Kimbangu Bazawa, Bana Kimbangu Bazawa, est-ce que Bana Kimbangu Bazawa, il est important pour l'homme de s'approprier son histoire. Il est très important pour l'homme de comprendre d'où il vient. Il est important de comprendre l'identité. À travers tout ce que notre artiste est en train de nous montrer là, il y a beaucoup de choses à dire dans ce qu'il fait, dans les gestes. Évidemment, les jeunes générations peut-être ne comprennent pas, mais il ne faut pas mourir ignorant, il faut aller chercher la connaissance. Un recours à l'authenticité.
Est-ce que Bana Kimba Moubazawa? Voilà, donc nous sommes dans un endroit particulier. Nous croyons à Kimba Moubazawa. Encourageons l'artiste, encourageons ces garçons. Ces garçons ont beaucoup de talent. Ces garçons ont beaucoup de talent, ils créent beaucoup de choses. Cherchez à les connaître, cherchez à voir ce coordonnées derrière. Après cet événement, c'est un créateur hors ces garçons, ils sont excellents. On va encore l'encourager et on va s'asseoir en même temps. Je pense qu'il a moins des choses, chacun va s'applaudir soi-même pour merci. Merci de votre présence, merci de votre présence. Je remercie véritablement la famille biologique d'abord de notre ami, de notre écrivain qui sont présents, sa famille biologique qui m'ont soutenu. Je remercie aussi toute sa grande famille Ingeta qui est présente dans la salle. Toute la grande famille Ingeta dans la salle. Je remercie tous les panafricains qui sont présents, tous nos amis panafricains dans la salle. Nous allons donc véritablement commencer les choses sérieuses. Si vous avez besoin de prendre des notes, n'hésitez pas. Sortez votre crayon. Prenez note si vous pouvez. Ça sera donc une très très bonne chose. Si vous voulez donc écrire, écrivez. Si vous voulez formuler votre question que vous poserez plus tard, n'hésitez pas à préparer votre question. Je suis ici pour vous présenter une personne qui est à la fois jeune dans l'âge, mais qui est à la fois adulte dans les savoir-faire et dans les savoir-être. Ce garçon est arrivé en Europe pour raison d'études. Un brillant garçon, brillantissime, j'ai envie de dire. Mais seulement, il pouvait donc devenir ingénieur, médecin, tout ce que nous connaissons. Mais l'âme congolaise en lui, l'âme panafricaine a pris le dessus. Nuit après nuit, jour après jour, il a commencé à faire son travail dans l'ombre. C'est vrai qu'il ne voulait pas trop parler de lui, mais il y avait plus fort que lui. Étudiant d'abord dans un premier temps dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, étudiant en Europe, en France. Évidemment, il est allé trop loin dans ses études, dans l'une de prestigieuses universités de France, la Sorbonne. Il est devenu professeur assistant d'ailleurs sur place, mais encore l'âme congolaise, l'âme africaine parlait en lui. Parce que c'est ce qu'on appelle l'héritage de tout un chacun. Son ADN parlait plus fort que lui. Voilà pourquoi, un jour, en grattant la nuit, les jours, beaucoup de paperasse, entrez, installez-vous, soyez les bienvenus, vous êtes au bon endroit. Ce monsieur, donc, c'est notre écrivain qui a publié un livre que j'ai appelé autrefois, que je continue à appeler la notice du panafricanisme, la notice de l'Africain, les modes d'emploi, la révolte de l'esprit. Ces livres-là, je ne dirais pas beaucoup de choses, parce que pour nous autres qui avons jeté un petit coup d'œil, qui avons lu d'une manière ou d'une autre, une chose est vraie, nous allons vous contaminer cet après-midi l'envie de beaucoup lire, de lire une fois, mais de lire plusieurs fois. Il est difficile de lire ces livres-là une seule fois. Nous avons une petite quantité de livres que nous avons ramenés. Ne vous en faites pas, pour ceux qui voudront l'avoir, il y aura un moment. Parce que nous allons d'abord lui donner la parole pour qu'il nous parle de ces livres. Comment il a bataillé nuit après nuit, jour après jour, je ne vais pas en dire plus. Je suis ici pour vous présenter M. Zoro Bilal, M. Nganga. Aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Je vais faire mieux que ça, il est temps, je vais faire mieux que ça. Aidez-moi à accueillir l'orateur, écrivain. Je suis là pour vous présenter l'orateur écrivain du livre Bantoutracie. Nous sommes là pour le livre Bantoutracie. Vous avez certainement entendu parler, mais il est là en chair et en os. Notre ami, notre frère, notre camarade. Il est là en chair et en os. Roger Solarien, Ingeta. Bonjour, Sorvidel. Bonjour. Avant de te donner la parole, j'ai une question à te poser rapidement. Quelle est ton impression, avant de dire bonjour au public, quelle est ton impression d'être à cet endroit si particulier? Merci beaucoup, mon grand. On a toujours des frissons lorsqu'on rentre dans cet édifice que je considère, moi, comme une prison spirituelle.
Et réunir autant de Congolais pour parler du Congo, du sang Congo, de l'Afrique, c'est quelque chose d'indéfinissable. Les mots n'auront même pas la profondeur de la lourdeur des choses que nous ressentons en ce moment. Tout ce qu'on peut dire, c'est remercier à tout le monde qui est ici de leur présence et j'espère vraiment que notre présence ici permettra à ce que nos ancêtres qui sont enfermés ici retournent à la maison. Merci Zorobilel. Évidemment, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Il a carrément répondu à ma question. Cette question est importante parce que vous devez comprendre les tenants et les aboutissants. Ce livre-là, comme je disais, il n'a pas été facile pour lui. Je termine avant de lui remettre la parole. Je voulais tout simplement dire qu'il n'est pas le premier écrivain africain, pas du tout, surtout de sa génération, pas du tout, il est jeune. Mais réaliser un jeune garçon diplômé qui pouvait bien faire son parcours universitaire, voire professionnel, cadre supérieur, pourquoi pas. Mais seulement aujourd'hui, il a compris qu'il pouvait marquer sa génération, s'élever, dire tout haut ce que beaucoup de gens ne peuvent pas dire. Et ces livres-là, vous allez découvrir, pour ceux qui vont les lire, même ceux qui sont dans la salle, qui l'ont lu, il y a des gens qui sont dans cette salle comme moi-même, ça nous a révoltés. Aidez-moi véritablement à écouter. Nous allons lui donner la parole. Merci encore, Zorobilel. Merci, mon petit frère, pour cette œuvre extraordinaire. Tu as la parole. Moi, je vais m'asseoir, on va tous t'écouter. Je vais signaler que les questions, il ne pourra pas répondre. Laissez-les d'abord parler. Les questions, je reprendrai la parole plus tard pour voir avec le micro, je donnerai la parole au fur et à mesure. Merci, Dati. Merci encore. Ingeta. Merci en tout cas à tous les panafricanistes du terrain qui sont ici. Merci à tous les Congomans ici de la nation Congo présents. Nous sommes réunis ici pour parler de ces livres, Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu un empêchement. Il y a eu ce que nous appelons la volaille. La police française qui nous a interpellés alors que nous arrivons ici, qui nous ont bouffé une heure de temps, c'est qui a voulu que nous soyons en retard. Donc nous allons être expéditifs de manière à ce que, de manière succincte, nous puissions expliquer en profondeur ce qui pourrait paraître superficiel dans les mots que nous allons débuter ici. Le livre que nous avons écrit s'appelle Bantoocratie 2021. Très souvent, on me pose la question, pourquoi 2021 ? Lorsque je suis arrivé en Europe, précisément en Espagne, j'ai eu la chance de tomber sur un auteur qui s'appelle George Orwell. Il a écrit un livre en 1984. Donc, lorsque j'ai pris le livre la première fois qu'on me l'a présenté, je me disais, bon, 1484, ça parlait sans doute de l'année 1484. Et j'ai lu les livres, il parlait de Big Brother, il parlait de tout ce qui fait que la situation du monde d'aujourd'hui soit en désarroi. Et lorsque je me suis renseigné sur George Orwell, je me suis rendu compte que le livre a été écrit en 1948. Donc il a juste renversé les 48 en 84. Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre Bantoocratie, précisément c'est en 2012, lorsque le combat, la résistance Congo était vraiment à son apogée contre les systèmes qui assujettit les peuples au Congo et de surcroît en Afrique. J'ai écrit ce livre-là, je ne l'ai pas terminé. J'ai décidé d'arrêter en 2020. Et il fallait démarcher pour trouver des éditeurs qui pourraient publier les livres. Une fois que j'ai trouvé l'éditeur, il fallait bien donner le titre du livre. La thématique Bantoocratie, c'est une thématique que j'exploitais, nous exploitons déjà depuis 2006-2011. Et il fallait que ça soit vraiment en concordance du temps. Et sauf que l'éditeur m'avait promis, le livre pourrait sortir en 2021. 2021 faisait les centenaires de Mfumu Kimbangu, Vuluzi Kimbangu. Et nous, dans notre combat, le leitmotiv, disons, l'énergie qui fait que nous puissions agir sur le terrain, c'est cet esprit-là qu'a porté Vuluzi Kimbangu, cet esprit-là que lui-même a hérité de ses aïeux. Donc pour rendre hommage à ces personnages mythiques de l'histoire Congo, et surtout à l'occasion du centenaire de son incarcération, c'est-à-dire 1921, nous avons décidé que le livre va s'appeler Bantoocratie 2021. Donc je pense que j'ai répondu à cette question-là. Maintenant, on me pose la question, pourquoi Bantoocratie?
lors des premiers contacts entre les leucodermes et les méladodermes sur nos territoires, la question était, vous êtes qui? Nos ancêtres ont répondu, nous sommes des Bantous. Et la traduction a voulu, avec l'ethnologie colonialiste, que le Bantou soit défini comme l'être humain. Sauf que tout acteur du mot, du verbe, du discours, il sait que les mots, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, à son étymologie, a des significations. Il fallait passer par la linguistique pour comprendre la signification du mot. Les premiers contacts dans les bassins du Congo, lorsque les leucodermes sont arrivés, ils ont croisé les Bakongo. Et les Bakongo, lorsqu'ils parlent de Bantou, ils ne parlent pas de l'être humain. Bantou, c'est un mot, disons, c'est le pluriel du monde tout. Au singulier, nous disons Muntu. Et lorsque vous posez les Bakongo, pourquoi Muntu? Les mots qui donnent le sens, c'est le mot Ntu. Ntu, c'est la tête. Dans la tête, nous parlons du cerveau, nous parlons de l'âme, nous parlons de l'esprit. Tout ce qui veut qu'il y a, je dirais, 200 000 ans, l'homo sapiens a compris qu'il était plus intelligent que les autres créatures de la terre. La tête. Ce qui fait la différence entre nous, les animaux, que nous appelons les humanoïdes, aux animaux du reste de la création. C'est le cerveau, c'est dans le cerveau que nous avons la conscience. C'est dans le cerveau que nous avons l'esprit. C'est dans le cerveau que nous avons ce que les Espagnols parlent d'anime. L'âme. Ce qui veut que je sois là, que nous soyons ici en train de réfléchir. Donc, il fallait revenir à l'étymologie du mot pour comprendre maintenant la quintessence de notre combat où il se trouvait. Donc, Bantou, désormais, chers compatriotes, ne disent plus Bantou, c'est l'être humain. Bantou, c'est ceux qui ont la tête, ceux qui ont le cerveau, ceux qui peuvent réfléchir, ceux qui peuvent apporter des solutions salutaires pour la communauté. Bantou, c'est le pluriel de Muntu. Muntu, c'est la tête, donc Bantou, ça fait les têtes. Et en écrivant mon livre, il était question de la direction, du pouvoir, de comment commander cette population-là. J'ai cherché un mot dans ma tradition Congo qui voulait que lorsque j'assemblerai le pluriel de Muntu, Bantou, avec ces mots-là, ça puisse créer un mot valise qui puisse être pertinent, toucher à tout le monde. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et comme nous sommes dans les croisements des civilisations, et puisque mon message, notre message n'était pas un message qui concernait les Congos, l'État indépendant du Congo, les bassins du Congo, mais c'était un message qui concernait l'être humain partout où il est assujetti par le système. J'ai trouvé qu'il était impératif de mettre le mot kratie, qui vient du grec kratos, le pouvoir, commander, diriger. Donc nous avons fait bantoukratie. Et lorsque nous disons bantoukratie, ça veut dire que les cerveaux doivent commander, les cerveaux doivent diriger. Et dans le livre, je propose une équation qui est très simple. J'ai dit à haute voix, lorsque vous mettez 10 000 malades mentaux en face de 9 999 savants, lorsque nous accédons à la démocratie, les 10 000 malades mentaux vont gagner parce que dans la démocratie, c'est le nombre, c'est la majorité. Alors que le problème que mon pays, mon continent, mon peuple est en train de subir est un problème qui n'a pas besoin de malades mentaux pour solutionner. Il fallait des gens capables de réfléchir, de trouver des solutions et de proposer les remèdes adéquats pour sortir le Congo, l'Afrique, le leucoderme de l'ornière où il s'est trouvé. Donc, j'ai renversé pour dire que dans la bantoukratie, lorsque vous mettez 10 000 malades mentaux en face d'un savant, c'est le savant qui va gagner parce que ce n'est plus une question de majorité, mais c'est une question d'intelligence. C'est l'intelligence qui fabrique des fusées. C'est le cerveau qui fabrique des avions. C'est le cerveau qui construit des ponts. C'est le cerveau qui propose des lois qui protègent la population. Et lorsque nous avons des gens incapables d'utiliser intégralement leur cerveau, tel est le cas du Congo et des surcroîts de l'Afrique, avec tous les avatars, la pléthore des avatars que nous avons, en partant du bassin du Congo, en allant vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et le Nord comme le Sud, nous nous rendons compte que ce ne sont pas des humains que nous avons en face de nous. C'est des disjonctés, des malades mentaux. Lorsque vous avez une histoire qui a voulu que la traite transaérienne,
la traite arabo-musulmane contre les Lécodermes, qui a déporté plus de 17 millions de Congolais, de Lécodermes africains vers le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Extrême-Orient, et que vous êtes en face d'une équation qui vous dit que lorsqu'ils attrapaient 5 Noirs en Afrique, un seul arrivait. Les 4 autres périssaient, mouraient soit dans le désert du Sahara, soit dans l'océan Indien. Donc si on nous dit qu'il y a 17 millions qui sont arrivés, donc nous pouvons faire l'équation de 17 fois 4, ce qui va nous faire 34, 68 millions de morts par rapport à la traite transaérienne. Et quand il faut arrondir, on va dire 70 millions tout simplement. Lorsque nous regardons la traite transatlantique, on nous parle de plus de 20 millions, et voire plus que ça, déportés vers les Amériques, les Caraïbes, les Antilles. Et l'équation voudrait que, parmi ceux qui traversaient de l'Atlantique jusqu'à l'Amérique, aux Amériques, jusqu'aux Caraïbes, les Antilles, il y en avait qui restaient dans l'océan Atlantique parce qu'ils ne pouvaient pas accepter l'assujettissement qui leur était proposé. Lorsque nous regardons, moi qui suis parti du Congo, l'expérience de l'Association internationale africaine qui est devenue au 1er juillet, disons au 23 février 1885, l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi de Belge Léopold II, avec ce qui est arrivé par la découverte de John Dunlop, l'Irlandais qui a découvert les pneus en fait. Les caoutchoucs a voulu qu'on puisse compter, Isidore Ndayouel, un historien qui a fait des recherches, on puisse comptabiliser plus de 13 millions de morts au Congo. Rien que pour assouvir la volonté d'enrichir le roi des Belges Léopold II. Et lorsque, actuellement, nous sommes en face d'une situation de génocide que personne ne veut parler dans le monde. Depuis le 10 octobre 1996 à aujourd'hui, le Congo a comptabilisé déjà plus de 12 millions de morts. Le dernier rapport sorti par rapport aux troubles que nous connaissons au Congo, c'est vers 2006, on parlait déjà de plus de 6 millions de morts. Comment se fait-il que la soi-disant communauté internationale ne puisse parler? Des rapports sont sortis par les Nations Unies. Encore en 2010, les Mapping Reports parlaient du génocide au Congo. Accusés qui sont responsables. Mais qu'est-ce qui veut que le Conseil de sécurité, c'est-à-dire les 5 membres permanents qui dirigent, ne puissent pas mettre à jour, à la disposition de tout le monde, qui sont ces responsables de ces génocides que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Mais lorsque je parle du Congo, il ne s'agit pas seulement du Congo. Je parle du bassin du Congo, il ne s'agit pas seulement du bassin du Congo. Je parle de l'Afrique, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique. Les meurtres, les assassinats, les massacres dans notre continent, sur notre peuple, c'est depuis le 7e siècle, lorsque l'archange Djibril, que les chrétiens appellent Gabriel, est apparu à un individu qu'on appelle Mahomet en 611 pour lui dire d'aller faire que le monde entier devienne le sujet d'Allah. En 622, nous tous nous savons ce qui s'est passé, c'était l'Égypte. Les arabo-musulmans ont créé tout un système qui a voulu qu'ils puissent conquérir le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Mais dans leur conquête, ils étaient dans une seule optique, c'est-à-dire assujettir ce que nous trouvions. Il fallait trouver la parade pour s'en sortir de ces génocides qui étaient en train de s'opérer à haute voix. Donc, nos ancêtres ont compris que dans ces écrits qui seraient inspirés par lui-même, mais c'est Dieu des musulmans, lorsque vous vous convertissez à l'islam, vous devenez frère. Et que cette conversion voulait que vous soyez épargnés des massacres. Parce que c'était simple avec les arabo-musulmans. Soit vous vous convertissez, soit ils vous assujettissent, ils vous tuent. Et lorsque nous parlons des Mansa Moussa, dont je vais revenir, lorsque nous parlons par exemple des Soundiata Keïta, de tous ces ancêtres en Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest, qui ont dû accepter cette religion-là à contre-cœur pour préserver leur population, nous devons réfléchir, nous, aujourd'hui là, lorsque nous tapons la tête au sol en regardant l'Orient sous prétexte que le soleil se lèverait à l'Est.
L'astrophysique, l'astronomie nous a répondu à cette question-là. Le soleil est à son endroit statique, il ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Lorsque vous tapez la tête vers l'est, soi-disant que vous êtes en train de prier parce que le soleil se lève à l'est, vous êtes dans un gros mensonge. Et l'histoire de nos rencontres avec ces peuples-là a été construite par un gros mensonge. Et ce gros mensonge-là, vers l'an 312, un monsieur qui s'appelle Constantin, qui sortait de la tétrarchie avec la Rome, l'Empire romain, qui contrôlait et l'Europe occidentale et une grosse partie de l'Asie mineure, les Proche-Orient, Moyen-Orient, a compris qu'il y avait une secte juive qui devenait populaire. Et la tétrarchie, c'était un système politique qui voulait que 4 rois puissent régner dans l'Empire romain, tellement l'Empire était énorme. Et il a compris que cette religion-là ramenait les gens ensemble. Et c'est que l'enseignement qui était diffusé était un enseignement qui demandait la soumission. C'est-à-dire, lorsque vous lisez la Bible, on vous dit, lorsqu'on vous tape par la joue gauche, vous donnez la joue droite pour avoir les retours. Les messieurs, lors de ces conquêtes, lors de ces combats, ils prétendraient avoir vu une croix qui lui aurait apporté la victoire. Je dis ça parce que nous allons revenir au Congo, nous savons cette histoire-là. L'histoire n'est que la répétition. En 325, il va réunir, en fait, il va se convertir au christianisme. Et en 325, au concile de Nicée, il va réunir les évêques catholiques et chrétiens de l'époque orthodoxe pour chercher à les mettre ensemble et surtout à faire de manière à ce que cette religion-là devienne l'outil politique. Et lors de cette réunion-là, ils vont se réunir pour se mettre ensemble, mais l'objectif c'était plutôt de réfléchir comment cette religion-là pourrait devenir la religion d'État et surtout permettre à ce que nous puissions amasser les publics, les peuples autour. Parce que l'empereur voulait régner, pour régner, il fallait avoir un peuple soumis. Mais pendant cette réunion-là, il va en profiter pour leur dire à haute voix, vous devez avoir un manuel qui va diffuser les messages de cette religion nouvelle que nous allons faire la religion de l'Empire. Lorsque nos frères chrétiens nous brandissent la Bible, lorsqu'ils nous parlent de Jésus, rappelez-vous que l'auteur, disons, c'est lui qui a voulu que la Bible soit écrite, qu'il soit à notre disposition, c'est Constantin. Méfiez-vous, ce n'est pas Messie Dieu là qui aurait inspiré. Messie Dieu n'a rien à voir avec ça. Et Constantin intimera l'ordre à tous ces gens-là d'éliminer tous les autres témoins qui ont relaté l'histoire de Jésus-Christ, citoyen juif, grec, romain. Ce qui a voulu que vous n'avez que 4 évangiles. Jésus avait plusieurs contemporains. Pourquoi il n'y a que 4 évangiles? Il avait 12 apôtres. Pourquoi il n'y a que 4 évangiles? J'ai posé la question une fois à quelqu'un qui me connaissait. Vous avez déjà lu l'évangile selon Marie-Madeleine? Avez-vous déjà lu l'évangile selon Judas? Tout le monde accuse Judas d'avoir vendu Jésus avec les baisers. Mais lorsque vous lisez l'évangile de Judas, il dit qu'il est en conformité avec la volonté de Dieu. Dieu voulait que Judas puisse vendre Jésus. Donc s'il n'avait pas exécuté cet ordre-là, il serait en rébellion contre Dieu, mais c'est Dieu. Mais aujourd'hui, nos frères chrétiens, lorsque vous êtes trahis, on vous dit baiser de Judas. Je vais revenir à Constantin. Lorsqu'il est devenu empereur, lorsqu'il est devenu chrétien, le pape qui était à l'époque, qui s'appelle Sylvestre. Sylvestre, c'est un pape qui n'avait pas du pouvoir, qui en réalité ne pouvait pas contrôler la religion en soi. Mais nos frères de l'Occident, de la royauté vers le 5e siècle, ont sorti un document qu'on a appelé la donation de Constantin. Constantin aurait transmis les pouvoirs de l'Occident à l'Église catholique, c'est-à-dire au pape, pour diriger le royaume en Europe occidentale. Et lui, il s'est retiré à Constantinople. Lorsque vous voyez des papes décréter, donner des lois que le monde occidental exécute et fait exécuter aux autres, c'est parti de cette donation-là qui a été révélée qui était un mensonge et faux. Je parle de cette donation parce que nous, au Congo, nous avons cette histoire-là. Lorenzo Valla, c'est un auteur qui a écrit un bouquin vers 1100, a fait des enquêtes là-dessus. Il démontre que cette donation-là était une fausse donation. Donc, l'Église catholique a utilisé soi-disant ces documents-là pour faire croire au monde que c'est eux qui avaient le pouvoir. Et qu'est-ce que l'Église catholique dira ensuite? Que Constantin, disons Sylvestre,
aurait légué ces pouvoirs-là que Constantin lui aurait donné. Sylvestre aurait légué ça au roi de l'époque. Lorsque vous parlez des Carolingiens, des Mérovingiens, c'est ce qu'ils brandissent. Ils ont cette, comment dirais-je, cette forme de quitus spirituel de Dieu lui-même à travers la donation de Constantin par le biais des Sylvestre. Et curieusement, en 2016, les politiciens congolais se retrouvent au Centre épiscopal national du Congo pour signer un accord qui va prolonger la survie de Kabila. Ils vont sortir un accord qu'ils vont appeler accord de Saint-Sylvestre. Moi, j'étais toujours sidéré de voir des politiciens congolais, j'ai toujours été sidéré de voir des hommes réfléchis congolais brandir l'accord de Saint-Sylvestre. Maintenant, personne ne s'est posé la question qui est Sylvestre. Sylvestre est ce pape qui a permis à l'Empire romain de politiser l'outil religieux. La religion, il faut faire la part des choses. Quand je parle de la religion, je ne suis pas en train de toucher à la spiritualité. Et tout ce que je suis en train de dire est expliqué dans les livres. Il faut faire la part des choses entre la religion et la spiritualité. La religion, moi je vais toujours en ordre étymologique, vient du latin religare ou religere. Religare, ça veut dire relier, et religere, ça veut dire relire. Nous sommes en train de relire quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de relier? Nous sommes en train de relire l'histoire de chaque peuple pour imposer notre histoire. Qu'est-ce que nous sommes en train de relier? Nous sommes en train de relier les peuples pour qu'ils deviennent les sujets de l'Empire. Voilà pourquoi lui-même Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, après la Sainte Seine, il ordonna à ses apôtres, allez à travers le monde, faites de toutes les nations nos disciples. Monsieur Jésus, vous êtes envoyé pour sauver les Juifs. Les Juifs vous ont crucifié. C'est quoi la magie qui a voulu qu'après la crucifixion, vous puissiez demander à vos apôtres d'aller à travers le monde, de faire de tout le monde vos disciples? Moi, je suis Mukongo. Vous êtes Muluba. Il est Aoussa. Il est Bantou. Il est Bete. Il est Beke. Il est Berbère. Il est Moussi. Qu'est-ce qui veut qu'un Moussi puisse croire au sauveur des Juifs? Qu'est-ce qui voulait que moi, Mukongo, je puisse croire au sauveur des Juifs? Sachant que la Bible, Jésus-Christ est arrivé au Congo, sur la terre de mes ancêtres, en 1483, avec Diego Cao. Avant 1483, il n'y avait pas mes ancêtres. J'ai dit tout à l'heure, si je suis debout ici en train de parler, c'est parce que mes ancêtres ont existé. Et ces ancêtres-là ont passé des épreuves inimaginables. L'arrivée de Diego Cao n'est pas anodine non plus. Comment est arrivé Diego Cao au Congo? Diego Cao est arrivé au Congo parce qu'un monsieur appelé Henri, le navigateur, le fils du roi de Portugal, s'est rendu compte que lorsque les arabo-musulmans ont conquis tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le commerce entre l'Occident et les Indes n'était plus possible. Donc il est allé proposer à son papa, le roi du Portugal, d'aller conquérir les terres où les commerces que les arabo-musulmans effectuaient avec les Vénitiens. Et la première conquête a eu lieu à Ceuta. Ceuta qui est terre africaine mais qui appartient à l'Espagne aujourd'hui. Et lorsqu'il a fait la conquête à Ceuta, il s'est rendu compte qu'il y avait de l'or en abondance et les arabo-musulmans faisaient le commerce et de l'or et des esclaves. Donc, il s'est accaparé de cet or-là et ensuite il a dit à son papa, nous pensons que le business ça se passe par là parce que nous ne pouvons plus commercer avec l'Inde directement, nous devons réfléchir à comment conquérir les terres qui permettent aux arabo-musulmans de pouvoir commercer. Et dans cet ordre d'idées, la question s'est posée. Si nous ne pouvons pas aller vers les Indes, il doit avoir normalement un moyen de contourner pour arriver à l'Inde. Et Henri le navigateur, je reviens dessus, va créer ce qu'on appelle l'école des Sagres en 1415. L'école des Sagres réunit les navigateurs, les ingénieurs qui construisent des bateaux et tout, et des cartographes. Et parmi les cartographes qu'il va réunir, il y a un cartographe qui s'appelle Yehuda Kresk. Yehuda Kresk est le fils d'Abraham Kresk. Abraham Kresk, c'est qui? C'est celui qui a réalisé les portulans qu'on appelle l'Atlas catalan. Le portulan, l'Atlas catalan est sorti en
1375. Et dans cet atlas-là, on est en train de décrire les ports du monde méditerranéen et surtout où nous pouvons trouver les richesses. Et parmi les représentations qui se trouvent dans l'atlas catalan, il y a Moussa Kanga, que nous appelons Mansa Moussa, que tout le monde appelle l'homme le plus riche du monde de tous les temps. Qu'est-ce qu'Abraham Kreske, qui est le papa de Jéhuda Kreske, dit? C'est l'homme le plus riche sur ces terres, il y a de l'or en abondance. Et si nous voulons avoir de l'or chez nous, nous devons savoir comment contrôler ces terres-là. Et curieusement, lorsque Henri le Navigateur crée son école pour contrôler l'océan des ténèbres, que nous appelons aujourd'hui l'océan Atlantique, à l'époque ils appelaient ça l'océan des ténèbres parce que toute personne qui s'hasardait là-bas périssait. L'idée c'était de réfléchir comment contourner, ne pas croiser les arabo-musulmans et atteindre les profondeurs de l'Afrique pour exploiter ces ors-là et ces bois d'ébène que les Arabes vendaient avec les Vénitiens. Qui va prendre comme un cartographe les fils de celui qui a révélé au monde Mansa Moussa. Mansa Moussa, comment il est arrivé dans l'Atlas catalan? C'est un musulman converti qui, lors d'un pèlerinage à la Mecque, est parti de chez lui, du Mali, dans l'Empire Mali, avec 10 tonnes de l'or et 10 000 esclaves. Et pendant son périple, il balançait des pépites de l'or, de la poussière de l'or partout. À tel point que la cour de l'or dans le monde a baissé. Et cette histoire-là est restée dans la mémoire de l'Occident et de l'Arabe. C'est qui sait, monsieur, où proviennent tous ces or-là, afin qu'ils puissent les dépenser de cette manière sans se soucier. Et cette histoire-là est restée dans la mémoire de l'Occident. C'est comme ça que l'Occident a décidé d'aller vers l'Afrique profonde. Et dans l'école de Sagre qu'a instauré Henri le Navigateur, ils ont réfléchi comment naviguer l'océan Atlantique. C'est comme ça qu'il a créé ces bateaux que nous connaissons tous, la caravelle. Ces bateaux qui a permis aux Portugais d'abord d'avancer, de longer les côtes africaines jusqu'au point Sao Tomé. Une île vierge où, en arrivant à Sao Tomé, ils ont écho que de l'autre côté, il y a un royaume qu'on appelle le royaume Congo. Ils vont prolonger et le monsieur arrivera en 1483. L'histoire occidentale voudrait qu'il ait découvert l'embouchure du fleuve Nzadi Congo. Sauf que lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un royaume avec des habitants. Comment vous arrivez à trouver des gens qui habitent et vous parlez de la découverte? Vous voyez le niveau du déni de votre existence, de votre humanité. Et quand j'ai parlé de la bantoocratie, tout ce travail-là s'est fait au niveau de la tête. Ils vont arriver là-bas, ils vont convertir, ils vont prendre des Bantous Congo au niveau du Luanda pour les ramener au Sao Tomé. Ils vont faire l'expérience même de la culture du coton, du canne à sucre, qu'ils vont transplanter plus tard dans les Amériques et les Caraïbes. Lorsque nous parlons de culture de coton, c'est Sao Tomé principe que ça a commencé. Et quand ça a commencé là-bas, tous les personnels qui ont travaillé pour cette cause-là, ils provenaient du bassin du Congo, et en l'occurrence, du Congo, que vous appelez État indépendant du Congo, Congo Foa, Angola, Gaba, tout et tout. Et ce sont des choses que, si nous voulons avancer vers un futur meilleur pour tout le monde, nous avons besoin non seulement de guérir ces passés-là, mais d'appliquer une forme de catharsis qui va purifier notre âme, notre esprit, notre cerveau et de surcroît notre corps. Nous ne pouvons pas avancer ensemble, vivre comme en communauté, en occultant une histoire alors que notre existence à nous est justifiée par nos ancêtres qui ont connu des scories inimaginables. Lorsque Diego Kawa arrive au Congo la première fois en 1483, il revient la deuxième fois. Et la première fois quand il arrive, il va s'assurer pour son retour au Portugal de prendre quelques Bantous Congo afin de les ramener au Portugal, histoire de les conditionner à pouvoir parler la langue portugaise. Et lorsqu'ils arrivent, ils attrapent des Bantous Congo. Autour du roi, quelques habitants arrivent, viennent dire au roi, Baoundele, Bamebaka, Bampangi Nabeto. Undele en Kimbundu, ça veut dire envahisseur. Undele donnera les mots Mundele, que nous allons appeler, définir par erreur inacceptable, les blancs. Lorsque vous dites Mundele,
vous indexez l'envahisseur. Parce que je parle toujours du mot et de la linguistique. Lorsque vous sortez un mot, vous devez savoir l'étymologie, l'origine, pour comprendre l'esprit de celui qui diffuse ces mots-là. Et ces personnes-là qui vont venir dire au roi, pendant que le roi était en train de négocier, Nzingakuvu était en train de négocier avec Diego Cao et sa bande, vont lui dire, Baoundela, c'est-à-dire, ils sont en train d'envahir, les envahisseurs sont en train de prendre nos frères et ils les ramènent dans les bateaux. La conférence que vous êtes en train de faire ici n'a rien à voir avec ce qui se passe parce qu'ils sont en train d'enlever. Et ce sont ces gens-là qui vont partir et qui vont revenir avec Diego Cao à nouveau en 1489. Et ces gens-là serviront d'intermédiaires. La première usine de création d'avatar. Avatar, c'est un mot sanskrit qui signifie réincarnation. Donc, lorsque j'écris dans le livre Bantouklassi Avatar, j'ai fait allusion à ceux qui sont la réincarnation de nos envahisseurs, de nos agresseurs. Cette école-là, cette usine-là, a été réalisée avec Diego Cao et la première promotion est arrivée à son deuxième retour au Congo. Et ce sont ces gens-là qui vont négocier maintenant avec les rois, parce que cette fois-là, ils pouvaient communiquer. Ces gens-là, après 6 ans, 7 ans passés au Portugal, ils parlaient bien le portugais. Et ce sont ces gens-là qui vont vendre la mèche aux rois, qui vont parler de la technologie, soi-disant, de l'Europe à l'époque, qui vont faire comprendre au roi qu'il doit se convertir au christianisme pour avoir les faveurs du roi du Portugal et surtout devenir ami avec les papes. Les papes, à l'époque, on va revenir, à l'époque, lorsqu'ils sont en train de faire ces négociations-là, c'est Alexandre VI. Alexandre VI est le fils adoptif, les neveux de celui qu'on appelle Calix III, qui a été le pape, qui est arrivé après Nicolas V. Nicolas V, c'est le pape qui a publié la bulle papale Romanus Pontifex. Nous accusons, avec tout le respect des âmes de toutes les personnes qui ont péri de ces exactions-là. À Nuremberg, lorsqu'ils sont réunis, ils se sont dit, il nous faut un document qui justifie l'œuvre réalisée par les nazis. Et pour avoir ces documents-là, ils ont brandi Mein Kampf. Lorsque vous lisez la bulle papale publiée par Nicolas V, 1454, c'est pire que le Mein Kampf. Vous avez l'ordre d'assujettir les Noirs et les Sarrasins jusqu'à la servitude perpétuelle. Et vous avez même l'ordre et le pouvoir d'assujettir leurs descendants. Et c'est de ça, de cela qu'est parti l'esclavagisme. C'est de là qu'est parti la déportation. C'est de là qu'est parti le mot même génocide que nous parlons. Le mot génocide a pris son sens après la Deuxième Guerre mondiale avec Raphaël Lemki, qui a été lui-même victime des exactions des nazis. Mais le génocide, heureusement, il a pu répertorier tous les génocides d'avant. Mais pourquoi personne ne veut que nous puissions parler de nos ancêtres qui ont été tués? Leurs âmes ont besoin de se reposer en paix. Pour ce faire, leurs âmes ne pourront jamais se reposer en paix s'il n'y a pas eu de justice, s'il n'y a pas eu de réparation. J'ai eu des discussions avec un député français, il y a quoi, 3 mois, qui me disait il faut oublier ces histoires-là de justice et de réparation, parce que... Je sais pas, conclusion du mot. Donc, il me disait, il faut oublier, parce que nous sommes des descendants de ces gens-là, nous n'avons pas participé à cette histoire-là, ce qui s'est passé. J'ai posé la question à ces députés-là, nous sommes bien en France, il existe des châteaux hantés? Oui. Et pourquoi vous parlez des châteaux hantés, des édifices qui sont hantés? Les députés me diront parce qu'il y a des esprits qui apparaissent là-dedans et ça empêche les gens d'y habiter. Ah ouais, les esprits qui apparaissent empêchent les gens d'y habiter. Et pourquoi il y a des esprits? Il me dira, oh, soit parce que leurs âmes ne se reposent pas en paix. Nous avons des ancêtres qui ont besoin de se reposer en paix. Et cette paix-là est justifiée par notre existence aujourd'hui. Tant que nous n'allons pas travailler dans cette direction-là, tant que nous n'allons pas revenir là-dessus, nous allons rester dans cette ornière qui veut que 6 siècles après Diego Cao, le Congo est retourné pire qu'au XIIIe siècle. Et pour faciliter ce travail-là, je vais être vite parce qu'on n'a plus assez de temps.
Il y a eu la mort de Nzingakuvu en 1505, 6, 7. La date précise n'est pas vraiment explicitée, mais on parle de 1505, 1506, 1507. Et pendant que Nzingakuvu s'était converti au christianisme, 5 ans après, c'est-à-dire en 1495, il a régné cette religion-là parce qu'il s'est rendu compte que cette religion-là était en train de mater sa population. Et surtout, pendant qu'il croyait, les autres étaient en train de déporter. Et lors de son apostasie, il a refoulé les Portugais qui étaient au Congo vers Nzundi avec son fils Mbemba Nzinga, Alphonse Ier soi-disant. Et ce monsieur-là s'est retiré en Nzundi avec les troupes portugaises qui sont venues en force surpris à Nzingakuvu. Lorsqu'il est mort, dans la tradition Congo, le pouvoir vient dans les matriarcats. Donc, on parle de Nzinga, Nchaku, et quoi? Panzu. Les Bakongo parlent de Makuku Matatu Malamba Kongo. Makuku, en Kikongo, Kuku, ça veut dire la cuisine. Makuku, c'est-à-dire les 3 cuisines. Makuku Matatu, les 3 cuisines qui vont transformer les Congos. Et pour transformer les Congos, il faut être spirituel, il faut être politique et de surcroît scientifique. Nchaku Nzinga. Pour être politique, c'est-à-dire celui qui va diriger, il faut provenir d'Nzinga. Sauf que les fils de Nzingakuvu n'étaient pas ici de Nzinga, étaient Nsaku. Et les honorables Congo, on appelle les Né-Congo, un terme qui a créé une polémique impossible dans la diaspora lorsque nous disions que nous sommes des Né-Congo. Les Né-Congo, s'il faut les traduire simplement ici, on pourrait dire honorables Congo. Ce sont des délégués de la société, de la population, qui réfléchissent sur l'héritage. Et chez les Bakongo, à l'époque, le pouvoir se faisait par cette élection-là, c'est-à-dire les Né-Congo, les honorables se réunissaient, choisissaient selon la lignée. Si on est Panzu, on vous met de côté. Si vous êtes Nzanko, on vous met de côté. C'est les Nzinga qui doit hériter. C'est pourquoi vous voyez les Bakongo, ils parlent tout vent. Le pouvoir se trouve chez les mamans, les matriarcats. Mon fils n'a pas assez de pouvoir que mon neveu. Et les fils à Nzingakuvu étaient Nsaku. Donc il n'était pas héritier du pouvoir. Et sa maman, vous les femmes, je parle de ça aussi, bon, dans Bantoukassi, tome 1 et tome 2, je parle aussi de la femme Congo, parce que vous avez une responsabilité énorme. Pour développer la société, c'est la femme qui éduque la nation. Lorsque vous dites éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, c'est la vérité. Parce que dans nos familles, ce sont les mamans qui tirent les rênes. Et lorsque ces mamans... On peut bien acclamer, monsieur. On peut acclamer les mamans, on peut acclamer les mamans. Merci. Nous passons plus de temps, nous les hommes, au travail, et ce sont les mamans qui passent du temps avec leurs enfants. Ce n'est pas en vain que l'enfant passe 9 mois dans le ventre de sa maman. Pendant 9 mois, l'enfant parle avec sa mère. Des histoires que vous et moi, les hommes, nous ne connaîtrons jamais. Et 9 mois après, l'enfant va sortir. C'est la maman qui va prendre soin de cet enfant-là. Voilà même pourquoi Willy Lynch, ce penseur esclavagiste, a parlé de la fabrication d'esclaves. Il a dit aux Américains, on va arriver à y arriver. C'est simple. Pour faire les esclaves, faisons comme on fait avec les humains, avec les chevaux. Lorsque nous conditionnons l'âge humain, cela va conditionner sa progéniture. Et pour y arriver, on montre à l'âge humain une violence impossible. Et par instinct maternel, elle va travailler de manière à protéger ses enfants. Connaissant la violence de l'assujettisseur, de l'envahisseur, la maman qui a été, disons, témoin de la victime que son homme le plus fort du village a connu avec les envahisseurs, elle va préserver ses enfants. Soumettez-vous, je ne vais pas vous perdre. Et c'est cette logique-là qui a voulu que la femme Bantou Congo, le Coderme, soit dans une posture telle que lorsque vous allez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, pour prendre comme exemple, la grosse bêtise est diffusée par la femme Congo. La grosse bêtise, là nous sommes en train de parler de Maniké, nous sommes en train de parler de, comment elle s'appelle, Alia. Lorsque vous partez en Afrique de l'Ouest, vous verrez que ceux qui diffusent la polémique, l'idiotie et aucunement l'intelligence,
ce sont d'abord les femmes. Et nous, les hommes, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, parce que c'est les médias qui nous permettent de nous connecter aujourd'hui, dans la plupart des temps, nous passons notre temps à liker, à aimer les publications des femmes. Faites un tour sur mon mur. Ça fait 2 mois que je parle de cette rencontre. Regardez le nombre de vues et de j'aime. Mais allez voir ceux qui parlent de cette polémique ignoble. Pendant que vous parlez de cette polémique-là, il y a un génocide qui s'opère dans le silence total au Congo. Les troupes rwandaises avancent. Comptons les jours, peut-être dans une semaine, dans 3 jours, ils seront en Goma. Voilà, les soi-disant M23 qui sont en réalité Rwanda Defense Force, les forces armées rwandaises. Et maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'un petit pays comme le Rwanda puisse avoir autant de moyens militaires pour assujettir un gros pays, un grand pays comme le Congo? La question ne se pose pas au Rwanda, il faut regarder vers l'Occident. C'est là, c'est dans ces pays-là qu'on fabrique les armes. La Kalachnikov qui utilise ceux qui se battent au Congo, qui tuent, n'est pas fabriquée au Congo. Les M16, les Uzi, les RP, les militaires nous diront, toutes ces bombes qu'ils utilisent ne sont pas fabriquées au Congo. Comment se fait que ces gens-là ont ces moyens militaires pour tuer aussi facilement et dans le silence total du monde? Lorsque Nzinankouvou est mort, il y a eu un conflit entre son fils, Memba Nzinga, et son autre fils, Nimpanzu, qui était en réalité son évêque. Donc, les honorables Congo se réunissent, ils se disent, selon la tradition, le pouvoir ne va que chez Nzinga. Et votre fils légitime n'est pas Nzinga. La tradition veut que nous puissions passer le pouvoir à votre fils. Et ils ont choisi Mpanzu, Nzinga comme roi. La maman, Éléonore, il n'y a pas un autre nom qui identifie cette dame-là. Éléonore, qui savait que son mari est mort, envoyera une missive vers Tsundi pour était retiré son fils, pour lui dire de venir rapidement. Parce que s'il n'arrivait pas, l'autre va prendre le pouvoir à sa place. Et pendant son arrivée, d'après l'explication que nous connaissons de l'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Alphonse Ier aurait croisé la croix, la même croix que Constantin aurait croisée en 312. Et au nom de cette croix-là, avec l'aide des Portugais, ils vont faire un massacre impossible, ils vont prendre le pouvoir. Et c'est comme ça que Pandu sera démis de ses fonctions contre la tradition Congo. Et c'est comme ça qu'Alphonse Ier, c'est lui qui est le plus grand avatar de l'histoire de l'humanité noire. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas mieux. Bon, pas le premier traître, mais c'est le plus grand. C'est lui vraiment qui a ouvert la porte à tout ce monde-là qui est venu faire tout ce que nous savons. Et pendant qu'il prenait le pouvoir, Christophe Colomb avait déjà découvert l'Amérique. Et en découvrant l'Amérique, au Sao Tomé Principe, la culture du coton et du canne à sucre était déjà à son apothéose. Donc, et les révolutions internes qu'il y avait dans le royaume Congo, qu'est-ce que les Espagnols et les Portugais vont décider? On va ramener le monde du bassin du Congo vers l'hémisphère ouest. C'est comme ça que vous allez retrouver vos frères aux États-Unis, dans les Caraïbes, dans les Antilles. 45% de la population noire des Amériques, des Antilles et des Caraïbes proviennent du bassin du Congo. Et cette politique-là a continué pendant pratiquement un siècle, jusqu'à ce qu'un révolté écorché vif Congo, Vitankanda, arrive au pouvoir. Et il dira, haute voix, c'est fini. Cette histoire-là d'attraper nos frères et les envoyer d'où on essaie, c'est fini. Et ça lui voudrait les foudres du roi du Portugal. Et le roi portugais intimera l'ordre à ses troupes d'assujettir ces messieurs-là. Il y aura une grande bataille le 29 octobre 1665. Cette bataille mémorable qu'on appelle la bataille d'Ambouila, bien sûr, merci beaucoup. Lors de cette bataille-là, il va soulever la population Congo contre les étrangers. À cette époque, il y avait les Portugais, il y avait les Hollandais, il y avait les Anglais, il y avait les Espagnols et les Français. Et les Anglais. Bon, on me dit qu'on est à la fin. C'est dommage que je ne puisse pas dire tout ce que j'ai à dire. Donc,
Donc, tous ces gens-là vont faire de manière à tuer Vitankanga. Et lorsqu'ils vont les tuer, avant de les tuer, Vitankanga va révéler cette prophétie qui veut que nous soyons aujourd'hui plusieurs nations réunies. Le Congo est une pierre qui ne se brisera jamais. Le rêve de nos ancêtres était de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien. Réunir les nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation Congo. Lorsque nous parlons du panafricanisme, Vitankanga, avant sa mort, c'est ce qu'il va déjà prédire. Et cette prédiction-là, heureusement aujourd'hui, nous, les enfants de la prophétie, nous avons repris les flambeaux et nous allons travailler de manière à arriver à point. Et après la mort de Vitankanga, c'était le déclin du royaume Congo. Et ce déclin-là a voulu que des expéditions se fassent, des explorateurs viennent, et des conflits entre les Anglais, les Français, les Portugais, les Allemands, tous, chacun voulait avoir sa part du gâteau. Et ces conflits-là, pendant qu'il y avait ces conflits-là, un prêtre viendra s'hasarder dans les grands lacs, un monsieur qui s'appellerait Livingstone. Et en arrivant dans les grands lacs, il va se perdre. Et la nouvelle passe dans toute l'Europe, hein, il faut retrouver Livingstone. Un aventurier. Henry Morton Stanley dit, je vais relever les défis. Henry Morton Stanley, il avait la nationalité anglaise, mais lorsqu'il est arrivé au Congo la première fois, il était américain. Et il va relever les défis jusqu'à trouver Livingstone. Il relate son histoire, comment j'ai retrouvé Livingstone. Ce sont des références qu'il faudra, moi je conseille à tous les Congomani, tous ceux du bassin du Congo de lire. Et Livingstone va lui montrer la source du fleuve Congo dans le Tanganyika, dans le Luaba, pardon, et Henry Morton Stanley va remonter le fleuve l'État du Congo jusqu'à son embouchure. Après, il va revenir en Europe, il va relater son histoire, il devient célèbre. Donc, comme une star des rock aujourd'hui. Et une deuxième fois, il va revenir au Congo, il va remonter cette fois-là de l'embouchure jusqu'à la source. À son retour, à Marseille, en France, une délégation va l'accueillir. Un conseiller des rois de la Belgique, Léopold II, et l'ambassadeur plénipotentiaire des États-Unis entre 1860 et 1871, Stanford. Stanford, c'est celui qui va instiguer les États-Unis à faire que l'Association internationale du Congo, qui a été transformée déjà à l'époque, l'Association internationale africaine qui a été transformée à l'Association internationale du Congo, qui fera que les présidents des États-Unis puissent reconnaître cette organisation-là comme gouvernement, comme un État. Avant même la conférence de Berlin, l'Association internationale du Congo était reconnue par les États-Unis d'Amérique. Et qui a fait ce travail-là? C'est Stanford. Stanford qui était l'ami à Léopold II. Ne vous étonnez pas lorsqu'il y a des problèmes au Congo, il faut que les États-Unis, lorsqu'il a accueilli Henry Morton Stanley à Marseille, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi la Belgique est prête à se soumettre aux injonctions des États-Unis lorsqu'il y a des problèmes au Congo? Tout se trouve là. Et lorsqu'ils vont réclamer et reconnaître ces pays-là, ils vont se retrouver à la conférence de Berlin pour éviter les désordres qu'il y avait dans le bassin du Congo. Et dans la conférence de Berlin, les États-Unis vont s'imposer pour que l'État indépendant du Congo soit reconnu comme propriété privée du roi des Belges. Et surtout, une zone de libre-échange. Pourquoi une zone de libre-échange? Tout le monde pouvait venir commercer au Congo comme il veut, tant qu'il respectait les lois établies, il n'y a pas de problème. Lorsque vous avez l'East African Community au Congo, vous devez comprendre que vous êtes toujours dans les délires de la zone de libre-échange. Lorsque les Rwandais entrent comme ils veulent, ils sortent, vous êtes toujours dans la logique de la zone de libre-échange. Voilà pourquoi moi, lorsque je m'adresse à mes compatriotes à propos de ces territoires-là, je vais m'arrêter là parce qu'on n'a plus assez de temps. Je me réfère toujours à cette organisation-là. Je dis toujours à mes frères, ceux qui ont créé cette surface-là que vous appelez État indépendant du Congo, aucun de vos ancêtres était présent à la conférence de Berlin. La création d'un pays, d'un État, d'une nation naît de la réflexion des fils héritiers de terre, héritiers de sang. Lorsque ce sont vos agresseurs, vos assujettisseurs qui créent ces pays-là, vous pensez que lorsque vous reconnaissez ces pays-là comme étant les vôtres,
Tout ce que vous produirez dans ces pays-là sera à votre service. C'est des questions spirituelles. C'est de la spiritualité. Et cette spiritualité-là, pour en arriver là, il fallait créer des camps de concentration spirituelle. Il fallait créer des institutions de conditionnement idéologique. Les camps de concentration spirituelle, c'est quoi? Les églises, les temples, comment ça s'appelle? Les mosquées, les loges, les synagogues, tout ce que vous avez là, qui n'a rien à voir avec vous. Voilà pourquoi j'ai posé la question lorsque Jésus est arrivé au Congo. Avant lui, il n'y avait pas d'histoire chez nous. Ici en Belgique, lorsque vous allez au musée des sciences naturelles, vous allez trouver les os du Shango. On vous parle de 23 000 ans avant Jésus-Christ. Comment Diego Cao peut découvrir ces pays-là avec la prétention d'apporter la civilisation? Et comment les créateurs de l'État indépendant du Congo, en l'occurrence Léopold II, le roi des Belges, va avoir la prétention de venir sauver ces pays-là en leur apportant la civilisation? 23 000 ans avant Jésus-Christ, lorsque vous parlez des mathématiques, vous parlez de l'algèbre, des calendriers lunaires, ça se trouve ici en Belgique. Et nous demandons de ces faits, en ce moment, la restitution de ces objets qui appartiennent à nos ancêtres. Pendant qu'ils ont créé leurs institutions de conditionnement spirituel et idéologique, qui sont les écoles, qui est aussi la force publique qui deviendra votre armée, on va créer une profusion des avatars qui, dans les années à venir, en théorisant, en s'adaptant à la théorie de Willy Lynch, vont remplacer l'agresseur. De ces faits, nous n'allons plus accuser l'agresseur directement parce que celui qui pointe l'arme contre moi, c'est mon frère. Lorsque vous tuerez sur Kagame, j'ai posé la question ici au Rwanda, on fabrique des Kalachnikov. Et où est-ce qu'ils obtiennent ces Kalachnikov-là? Ici. Donc, dans le livre Bantoocratie, c'est de ça qu'il est question. Et pendant ces temps-là, avec Dunlop qui avait découvert les pneus, il y aura les génocides où nous parlons de mains coupées au Congo. Jusqu'à 1908. J'ai parlé de 13 millions de morts. Isidore Ndawel en parle. Il y a les rapports de M. Kazment Rodia, qui était diplomate anglais ici disons, au Congo, qui parle des exactions inimaginables, des atrocités que même dans les pires cauchemars du diable ne pourront jamais exister. Nos frères Banamongo, c'est qu'on appelle ceux qui sont dans les côtés de Bandundula, comment ils appellent les dégâts? Basakata. Allez poser au Basakata s'ils peuvent remonter leur histoire à plus de 2 siècles. Il n'y en a pas, pour la simple raison que sur ce territoire-là, on a coupé des mains. Lorsque vous êtes incapable de ramener les quotas voulus et que vous avez déjà les mains coupées, on allait chez votre fils, on coupait les fils qui n'ont rien à voir. Et lorsque les fils n'avaient plus de mains et de pieds, c'est sur votre femme qu'on venait arracher les seins. Et on nous demande d'oublier. Pendant ce temps-là, dans la procédure du camp de concentration spirituelle et les expéditions qui sont réalisées dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont spolier, profaner les tombeaux de vos ancêtres, les œuvres d'art, qui est le message même que l'écriture que vos ancêtres avaient laissé pour vous. Parce que chez moi, lorsque mes ancêtres, moi je suis Nganga, vous parlez de Nganga Ngisi, Nganga Nzambi, c'est mon nom, je le porte. Lorsque nous réalisons une œuvre, cette œuvre-là porte l'esprit, l'entité même de la communauté. Et nos ancêtres réalisaient ces œuvres-là pour protéger la société. Ce sont ces œuvres-là qui protégeaient la communauté. Il y avait des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. En allant consulter ces œuvres-là, on devenait fertile. Lorsqu'il y avait la sécheresse, on invoquait, il y avait la solution. Et lorsqu'il y avait des agresseurs, on invoquait Kampiangu, qui signifie chasseur, ou le Kisinkondi, qui veut dire... Et ici, lorsque nous avons demandé à faire la présentation du livre Bantoocratie, parce que dans mon village, les Kikuku, ici même, il y a une statue qui appartient à ma famille. Ça se trouve quelque part là, ça s'appelle Kisinkondi. Ils ont arraché ça à Nekoukou. Et celui qui a arraché cette statue-là, il explique comment il a fait pour les prendre. Alexandre Delcommune. Il est honoré par la Belgique en ayant fait des razzias dans mon village, en ayant tué, brûlé. C'est pourquoi je disais à la personne qui a facilité cette occasion que je ne cesserai jamais de remercier
C'est la deuxième fois que je suis ici. La première fois que je suis venu ici, c'était en 2022. J'étais encore étudiant. La deuxième fois que je suis arrivé, encore un mois. Et la personne qui m'a accompagné a tout de suite compris que je n'étais plus bien. Parce que je rentre dans une prison spirituelle. J'ai le message des héritiers de cette œuvre-là de Nekouko. Papa Alphonse Bakou Kapita. Il se trouve encore au Congo central. Il a même un message pour M. Mathieu, je ne sais pas clissé. Cette statue-là doit retourner chez nous. On veut nos statuts! 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 Et personne ne va nous empêcher de les reprendre! Personne! Personne! Aujourd'hui, on va tout récupérer! Ingeta, et quand je l'ai dit, vous devez savoir que j'ai parlé de mon clan, de ma tribu, de ma famille. Le Congo a 450 ethnies. Chaque ethnie, il y a des pièces de vos clans et de vos tribus qui se trouvent ici. La raison de notre présence est qu'en sortant d'ici, nous allons faire une procession et nous allons réveiller les esprits de nos ancêtres. Ce qui est même la quintessence du livre que nous avons appelé Bantou Klassi 2021, la révolte des... Est-ce que tout le monde peut se lever? Tout le monde peut se lever dans la salle? Est-ce que tout le monde peut se lever pour écouter sa conclusion dans les dernières minutes? Est-ce que tout le monde peut se lever? Et pour conclure, parce qu'on n'a pas assez de temps. Chacun doit sentir quelque chose en lui pendant que nous parlons. Il y a une connexion dans la salle, ça je vais vous le dire. Nous sommes spirituels pendant que nous parlons. Nous savons ce que nous faisons ici, maintenant. Chacun doit comprendre. Chacun doit comprendre qu'il y a une partie de lui dans ce bâtiment. Il s'agit de cela. Chacun doit saisir. Bantou Klassi, c'est la révolte de l'esprit. Ici, nous ne nous adressons pas à nos amis, nos camarades, blancs, français, belges. Nous ne parlons pas de ça. C'est nos amis. Nous les aimons, nous les côtoyons et nous marchons ensemble. Même eux aussi ont été escroqués par un système. Nous parlons de la révolte de l'esprit. Bantou Klassi, dans chacun de nous, c'est l'ADN que chacun doit capter. En lingala, on dira en Congo na biso, bazao. En Congo africain, bazao. Que tu sois malien, que tu sois tchadien dans la salle, que tu sois ivoirien, nous parlons de l'Afrique. Nous parlons du Bantou Klassi. Il a fallu qu'un jour, un enfant s'élève. Il s'appelle Zorobilal Solarien. Est-ce qu'on peut apporter l'acclamation à cette nation? Nous sommes nombreux dans la salle. Nous sommes les grands frères. Nous sommes tout le monde. À Paris, nous avons compris que cet enfant, ce garçon a quelque chose. À Paris, nous avons compris qu'il nous a révélé quelque chose. Il a dit tout haut ce que beaucoup de gens ne voulaient pas dire. Et je passe aussi ici en disant que les livres, pour raison de temps, se vendent au-dessus, en haut. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont des tickets comme moi pour visiter le musée à côté. Parce que le musée ferme à 18h, pendant qu'il va conclure. Je lui remets la parole après. Il va conclure. Mais ne rentrez pas sans lui dire un petit mot. Encouragez-les, félicitez-les. Mais surtout, prenez ces livres-là. Bantou Klassi, au-dessus. Ils ne coûtent pas 20 €, 25 €. Ils coûtent beaucoup plus que ça. Ça, c'est la connaissance. C'est la notice. C'est le mode d'emploi. En nous, il y a quelque chose. Nous sommes tous réveillés. On ne pourra plus rien nous dire. Notre génération est révoltée. Trop, c'est trop. Ingeta. Tu as la conclusion. Nous remettons la parole à l'orateur, à l'écrivain pour la conclure. Il va conclure. Je pense que nous avons excédé notre timing, donc nous allons conclure. Et j'ai parlé de Makoukouma Tatoumala Makongo, sciences, politique et spirituelle. Je vais conclure par la politique. La situation au Congo aujourd'hui et en Afrique, que ce soit au Mali, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, est une situation qui veut que les avatars qui sont nés depuis les camps de concentration spirituelle tiennent le pouvoir. Et ces avatars-là ne sont pas au service du peuple de l'Afrique. Au Congo, aujourd'hui, nous avons un monsieur qui s'appelle Félix Tshisekedi. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique et de la France, Yves Le Drian, lorsqu'ils ont publié ces messieurs-là, président, ils ont dit tout de suite que ces résultats-là ne reflétaient pas la vérité des urnes. Comment ça se fait que ces messieurs-là arrivent en Belgique sur les tapis rouges et peuvent partir partout, être accueillis comme le président de la République à démocratiser du Congo? Mon message est à vous, peuple congolais. Vous, les politiciens congolais qui êtes en train d'endormir le peuple.
pendant que les vôtres sont en train de se faire massacrer à l'Est, pendant que nous parlons d'un génocide, il est temps de faire sortir ces peuples-là de ces sommeils impossibles et que c'est à vous, le peuple, de devenir les leaders que vous voulez. Pour les livres, on n'aura pas le temps de répondre aux questions, à moins que Mathieu puisse nous autoriser. Les livres, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Chez vos libraires, vous allez demander Bantoukasi 2021, la révolte de l'esprit. Tout ce que j'ai dit ici est développé en détail. Et là, je suis allé un peu plus loin parce qu'il s'agit du tome 2 aussi. Et le tome 2 va sortir bientôt. Nous avons quelques exemplaires au-dessus. Il faut absolument commander, il faut l'acheter. Pour ceux qui peuvent prendre sur place, nous avons amené quelques exemplaires au-dessus. Vous pouvez payer sur place et récupérer. Donc je vais arrêter là. Nous demandons à la Belgique, au roi des Belges, de restituer tous les objets de nos ancêtres qui se retrouvent dans cet édifice qui est une prison spirituelle. Aujourd'hui, écoutez, il va terminer. Aujourd'hui, nous sommes venus en paix. Il y a un livre qui a la prochaine fois, nous reviendrons comme des Kessa. Restitution! Est-ce qu'on peut applaudir plus fort? Nous avons un livre qu'on a fait circuler, si on peut nous les ramener. Merci madame. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort, soutenir l'auteur, soutenir l'écrivain? On a besoin de vos soutiens. Passez faire une photo avec lui, faites une petite photo avec lui. Oui. Attention les enfants. Filme alors, on y va. Filme. Allons-y. Filme.